Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Régime de Vichy, quand l'extrême droite s'occupe de la France, au moment où le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs en juillet 1940, peut-on dire que l'extrême droite arrive au pouvoir? Et d'ailleurs, que signifie cette expression extrême droite dans le contexte particulier de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation? Est-ce obligatoirement synonyme de collaboration? Et puis, de qui sont les héritiers, celles et ceux qui se revendiquent de cette pensée politique? Français. Mais rabattez votre caquet, les bourdels! Mais foutez le camp, virtuose de mes deux, et vive Pétain! J'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Une telle entrevue n'a été possible 4 mois après la défaite de nos armes que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, a déclaré dans son émouvant message le président Laval, car autrement le bolchevisme s'installerait partout. D'abord, moi je suis pour la grande Allemagne! L'Europe, das grosse Europe! À Hitler! La vie n'est pas neutre, elle consiste à prendre parti hardiment. Nous avons évidemment reconnu ici le film Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiré en 1983, entrecoupé de prises de parole autres qui nous conduisent dans les années 1940. Bonjour Laurent Joly. Bonjour Xavier Mauduit. Dites-nous Laurent Joly, cette notion d'extrême droite, on peut y aller directement pour savoir si, durant la Seconde Guerre mondiale, à Vichy, l'extrême droite est au pouvoir. Alors l'extrême droite, elle est en grande partie au pouvoir, même si le régime du maréchal Pétain, au départ, en 1940, Pétain, c'est le dernier président du Conseil de la Troisième République, c'est l'homme le plus populaire de la France, c'est le vainqueur de Verdun, donc il n'est pas du tout, personne ne le classe à l'extrême droite. En revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis une demi-douzaine d'années, il y a des mouvements d'extrême droite qui disent il faut à la France un homme fort à sa tête, et cet homme fort doit être le maréchal Pétain. Donc il est poussé par des forces qui sont de l'extrême droite, et il a effectivement aussi un entourage politique qui est marqué à l'extrême droite, notamment Raphaël Alibert, qui va être son premier ministre de la justice, son premier garde des Sceaux. Raphaël Alibert, avant la guerre, est son conseiller politique. Si vous voulez, c'est un peu Buisson à côté, autour de Sarkozy. Vous voyez, donc il a autour de lui ses principaux conseillers sont vraiment très marqués à droite. Mais quand on regarde la composition du premier gouvernement de Vichy en juillet 40, en fait, c'est plus l'union des droites que l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est vraiment toute la palette de la droite centriste, des néo-socialistes, un croix de feu, des traditionalistes, des royalistes. Vous avez un peu toute la gamme. C'est un peu ça, Vichy. Oui, parce que c'est vraiment une idée peut-être à déconstruire, de dire le régime de Vichy, c'est un régime d'extrême droite. C'est plus compliqué, et ne serait-ce que par le temps qui passe. Vous nous le dites bien, Laurent Joly. Dans les premiers temps, 1940, évidemment, on ne peut pas dire qu'il s'agisse de la même chose que ce qui se passe quelques années plus tard. Il y a une évolution. Il y a une évolution, et puis on a oublié de mentionner un nom important du régime de Vichy, c'est Laval. Et c'est Pierre Laval qui est l'un des acteurs de la naissance de ce régime. En fait, la naissance du régime de Vichy, ces 3 hommes qui ont surtout été extrêmement habiles pour convaincre les chambres réunies à Vichy de voter les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain. Et ces 3 hommes, c'est très significatif de ce que c'est Vichy. Vous avez Pierre Laval, lui, c'est un homme de droite, on va dire classique. Il a commencé à gauche, il a évolué au centre droit. C'est un centriste de droite. Voilà, c'est le centre droit opportuniste qui cherche à être aux responsabilités. Il a été plusieurs fois président du Conseil, beaucoup de fois ministre. Donc on voit un peu ce profil d'homme politique classiquement de droite, mais pas du tout d'extrême droite. C'est pas du tout sa culture politique. Vous avez un deuxième individu qui s'appelle le fameux Raphaël Alibert, donc qui est lui qui va penser une nouvelle constitution pour le régime. C'est lui qui va notamment rédiger les actes constitutionnels, le fameux nous, maréchal de France. Et le troisième individu, c'est Adrien Marquet. Adrien Marquet, lui, vient de la gauche, pour le coup, mais il a évolué vers l'extrême droite, vers c'est une sorte de fasciste, lui. Donc lui, il est pour que la France s'adapte à l'ordre nouveau européen. Et donc c'est vraiment ces 3 hommes qui sont à la naissance du régime de Vichy et qui se retrouvent d'ailleurs aux principaux postes dans le premier gouvernement Pétain. Et après, effectivement, Vichy va évoluer. Il y a la volonté de faire une révolution nationale. Puis ensuite, Laval est renvoyé.
on nomme le nouveau successeur, parce que vous savez que Pétain a créé un régime dictatorial, avec un successeur, il désigne un successeur, qui est Pierre Laval. Pierre Laval est renvoyé en décembre 1940, il est remplacé par l'amiral Darlan. Alors lui aussi, c'est un homme de droite, mais qui vient de milieux radicaux, qui est surtout un opportuniste. Et là, on parle un peu moins de révolution nationale. Il y a beaucoup de fascistes, là, pour le coup, qui arrivent au gouvernement. Donc là, c'est très marqué à droite. Ensuite, il y a le retour de Laval. Vous voyez, Laval, en 42, lui, il veut faire une politique extérieure. La révolution nationale, ça l'intéresse pas tellement. Donc, on voit autour de lui des gens qui sont plutôt de culture républicaine. Et puis, à la fin du régime, là, les fascistes rentrent vraiment dans le gouvernement. Et c'est, finalement, l'extrême droite, elle est surtout à Paris. Elle est surtout dans l'opposition collaborationniste. Et en janvier 1944, là, c'est vraiment l'extrême droite qui prend le pouvoir, puisque vous avez Darnan qui devient ministre, vous avez Philippe Henriot qui va devenir ministre, Marcel Déat, voilà, qui rentre dans le gouvernement. Et c'est ce qu'on appelle la fascisation du régime de Vichy. Donc on voit qu'il y a vraiment comme ça une évolution dans un temps très court. Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, qu'est-ce que l'extrême droite selon vous? Parce que, à vous écouter, bien sûr, il y a l'extrême droite comme terme générique, mais si on regarde dans le détail, il y a plusieurs voies. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de l'extrême droite, ou plutôt les caractéristiques? Alors l'extrême droite, faut savoir que c'est deux choses. C'est à la fois une étiquette politique stigmatisante. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de chercheurs qui hésitent à l'utiliser, qui disent c'est pas pertinent parce qu'en fait personne ne se revendique d'extrême droite. Donc est-ce que qualifier d'extrême droite des mouvements qui s'appellent pas, qui veulent pas cette étiquette, est-ce que c'est pertinent ou pas? Donc il y a là c'est un marqueur, et en même temps c'est une réalité. C'est une réalité qui s'observe dans le jeu politique français, si vous voulez, depuis la Révolution française, où vous connaissez, tout le monde connaît cette histoire de la place qu'on occupe dans l'Assemblée nationale, et historiquement, l'extrême droite existe vraiment, et quand vous regardez les comptes rendus du journal officiel, il y a bien des gens qui sont à l'extrême droite. Alors c'est quoi l'extrême droite? L'extrême droite, c'est tout simplement, à la base, la tradition contre-révolutionnaire, c'est-à-dire des gens qui n'acceptent pas les principes de 1789. Donc vous avez l'ultracisme, et puis, si on en arrive à un contexte qu'on connaît mieux, celui de la Troisième République, ce sont les opposants à la République, et qui pourtant jouent parfois le jeu des élections, se font élire députés. Donc vous avez des royalistes qui se font élire députés, et c'est eux l'extrême droite. Il va se passer à la fin du XIXe siècle quelque chose qui est en quelque sorte une révolution politique et culturelle et intellectuelle. Ça va être une fusion entre cette tradition royaliste qui est traditionnaliste, catholique, avec des nationalistes. Avec le nouveau courant nationaliste, si vous voulez, c'est un peu le courant souverainiste qu'on a connu. Vous voyez, c'est cette étiquette souverainiste. Est-ce que c'est de gauche? Est-ce que c'est de droite? On ne sait pas très bien au départ. Mais le nationalisme, c'est la même chose à la fin du XIXe siècle. On ne sait pas vraiment où le situer. Et après le boulangisme, et surtout avec l'affaire Dreyfus, cette crise politique majeure autour du sort de cet officier injustement condamné pour trahison, va se faire cette fusion entre le courant nationaliste, alors pour faire simple, c'est Maurice Barrès, c'est Édouard Drumont, et la tradition contre-révolutionnaire incarnée par Charles Maurras, qui prend la main sur le parti royaliste et qui en fait un organe nationaliste. Et d'ailleurs, il appelle l'Action française, c'est le nationalisme intégral. Autrement dit, si vous êtes vraiment des nationaux, si vous êtes vraiment des nationalistes, vous devez être royalistes. Donc voilà, l'extrême droite à l'origine, c'est ça. Et il va y avoir une infusion intellectuelle, mais avec peu de répercussions dans le champ politique. Quand vous regardez les résultats des élections, vous ne voyez pas l'extrême droite apparaître. Donc l'extrême droite, c'est vraiment quelque chose qui se situe en dehors du champ des élections, du Parlement. Ça va être ensuite les traditions des ligues. Donc voilà, l'idée que le Parlement, c'est du bavardage, qu'il faut à la France un pouvoir fort. Donc vous voyez, ces traditions napoléonienne, ce qu'on appelle la tradition césarienne, le nationalisme, le royalisme, tout ça fusionne, et c'est vraiment ça qui caractérise l'extrême droite.
avec ces ligues qui sont dissoutes au moment du Front populaire en 1936. 1936, c'est un moment important dans ce contexte bien compliqué, l'avant-Seconde Guerre mondiale, mais ça personne ne le sait encore, et j'ai bien noté, Laurent Joly, tout ce que vous nous avez dit, et c'est vrai qu'on a ici les éléments qui nous permettent d'identifier l'extrême droite plutôt nationaliste, anti-parlementaire, anti-républicaine, qui a besoin d'un homme fort, le césarisme, et puis antisémite, bien sûr, vous avez évoqué l'affaire Dreyfus. Voilà, on a tous ces points-là. Cela ne veut pas dire, malgré tout, que en 1940, on a, sur tous ceux qui ne se revendiquent pas de l'extrême droite, vous l'avez bien dit, on se dit pas d'extrême droite, il n'y a pas l'idée de se rallier automatiquement au maréchal Pétain. Ce ne sont pas des mouvements massifs qui s'opèrent ici en 1940. Et là aussi, face à la défaite de la France face à l'Allemagne, il y a des choix très particuliers avec des trajectoires d'ailleurs qui peuvent nous paraître étonnantes. Alors, vous avez raison, et en même temps, il faut faire attention de ne pas être aveuglé par la singularité de certains parcours. Parce que il faut regarder ce qui est, d'un point de vue statistique, représentatif. L'Action française et le parti du colonel de Larocque, le Parti social français, ont quand même été, malgré tout, davantage des supports et des soutiens des structures qui ont soutenu la politique du maréchal Pétain, y compris parfois dans ses extrémités que va être la milice, que des résistants. Ça, alors on cite toujours certains noms, mais même quand on cite ces noms, on constate que ces noms étaient ultra minoritaires. Daniel Cordier, effectivement, est un royaliste, mais Daniel Cordier lui-même disait que quand il revient en France en 1941, il va voir ses copains de l'Action française, il pense qu'ils sont tous d'accord avec lui et qu'ils vont venir avec lui à Londres, ils sont tous pétainistes. Voilà, Bénouville, c'est la même chose. Le colonel Rémy, c'est la même chose. Et le colonel Rémy, qui va être ensuite, dans les années 50-60, l'un des grands partisans de la réconciliation, le glaive et le bouclier, voilà, qui va revenir à ses anciennes amours d'extrême droite. Le colonel Rémy se positionne dans une haine farouche contre le maréchal Pétain. Donc on voit que ce sont des gens qui sont sortis de leur camp pour aller dans le camp de la résistance. La résistance, de toute façon, c'est le camp des marginaux au départ. Mais la réalité, c'est que la milice, sa structure, c'est l'Action française. On voit que dans les états-majors, c'est massif. Vous regardez le commissariat général aux questions juives, c'est l'Action française. Vous regardez la Légion française des combattants. Il y a une étude remarquable qui a été faite par une historienne, Anne-Sophie Anglaré, et qui montre très bien la continuité des mouvements anciens combattants, PSF, colonel de Larocque, et la Légion française des combattants. Autrement dit, cette tradition politique s'est adaptée sans trop de difficultés à un nouveau contexte qui était celui du régime de Vichy, de l'occupation, et donc d'une renonciation aux idéaux de la République et à un régime autoritaire. Donc on voit bien qu'il y a avant la guerre des forces qui sont là et qui vont être vraiment l'armature du régime de Vichy. Oui, c'est important de le rappeler. Vous avez cité le PSF, le Parti social français, celui du colonel de Larocque. Ceux-là même qui, voici un an, envisageaient comme seul issue de l'expérience Front populaire la bagarre sanglante contre les troupes de M. Blum et de M. Daladier, cela même assimile presque ces derniers à un saint de vitrail. N'est point dessein de rappeler à mes lecteurs le passé politique du taureau du Vaucluse. L'équité m'oblige à mentionner qu'entre ses beaux états de service de 1914 à 1918 et son attitude opportune lors de la grève générale de 1938, sa carrière a connu des épisodes moins recommandables. Ayant eu le 2e bureau de l'état-major sous ses ordres, il ne pouvait ignorer la connivence permanente de nos bolcheviks avec une puissance étrangère. Son alliance électorale avec les communistes a donc revêtu, du point de vue civique, le caractère d'intelligence avec l'ennemi. Une causerie du colonel de Larocque. Nous étions en février 1939 et il évoque ici le taureau du Vaucluse. Le taureau du Vaucluse, c'est le surnom qui est donné à Édouard Daladier né à Carpentras, avec Laurent Joly. Tant et tant de figures à étudier ici pour essayer de comprendre l'extrême droite. Si on réfléchit à cette figure du colonel de Larocque, complexe, personnage complexe. Il est d'extrême droite. Alors, vous savez, le colonel de Larocque, c'est l'objet de controverses historiographiques majeures qu'on connaît. Vous savez, la fameuse polémique sur le fascisme français de Ziv Sternel. Vous savez que Ziv Sternel, lorsqu'il sort ses premiers livres,
ni droite ni gauche, c'est la droite révolutionnaire, puis ni droite ni gauche avant Barès, vous voyez, c'est la fameuse trilogie. Le parti du colonel de Larroque, son mouvement, donc les Croix de Feu, puis le parti politique PSF, n'est pas considéré dans sa taxinomie comme fasciste. Donc voilà, c'est la principale force de la fin des années 30, et la France qui serait, d'après les théories de certains, prêt à tomber dans le fascisme, la principale force nationaliste, n'est pas fasciste. Et après, Sternel va changer d'avis et va considérer que le PSF, alors, à la lumière d'autres travaux, notamment anglo-saxons, va considérer que le PSF est un parti fasciste. Les historiens, les historiennes qui ont travaillé considèrent que la plupart aujourd'hui considèrent qu'on ne peut pas dire que le PSF est fasciste, mais alors la question peut poser très intéressante, est-ce que c'est de droite ou d'extrême droite? Alors là, il y a aussi débat entre les spécialistes. Vous en avez certains qui vont dire ça a l'air d'être d'extrême droite, mais en vérité ça l'est pas, parce que le parti de Larroque a été une forme d'acculturation d'une tradition politique qu'on a amené vers la République. Voilà. Et donc, c'est vrai que on voit une continuité entre, par exemple, certaines positions du colonel de Larroque et puis ce qu'on va retrouver du temps du RPF avec le général de Gaulle. Et d'ailleurs, probablement une continuité de certains électorats à 15-20 années de distance. Donc ça, c'est une lecture. Mais il y a une deuxième lecture qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure à propos des travaux de Anne-Sophie Anglaret, qui disent, bon, républicain, mais comment expliquer la facilité avec laquelle ce courant politique va s'adapter à la Révolution nationale? Et le colonel de Larroque n'est certainement pas un opposant à la politique du maréchal Pétain, et il fait antichambre à Vichy jusqu'en 1943. Voilà, donc on a là un courant qui s'inscrit dans le pétainisme. Alors, moi, personnellement, je classerais le PSF à l'extrême droite, c'est-à-dire à la droite de la droite classique de l'époque. À l'époque, en 1936, quand vous avez les élections, vous avez 3 partis de droite qui ressemblent un peu à ce qu'on a connu jusque dans les années 2000-2010 en France. Vous avez une droite, on va dire un peu dure, la Fédération républicaine, qui fait entre 15 et 20% des voix aux élections. Donc c'est un parti important, c'est le principal parti de droite. Ce parti de droite intègre des gens qui viennent de l'extrême droite. Vous voyez, il y a plus de fluidité, mais c'est un parti de droite républicaine. Vous avez l'Alliance démocratique. L'Alliance démocratique, c'est en gros le centre-droit. Et puis vous avez, de manière très marginale, les premiers pas de la démocratie chrétienne. Un parti qui s'appelle le Parti démocrate chrétien. L'ensemble de ces 3 forces fait entre 41,5 aux élections générales de 36. Voilà, donc ça, c'est la droite. Vous voyez, donc c'est clair. Vous ne voyez pas d'autres forces au moment des élections. Il y a eu dissolution des ligues. Enfin, ça va être maintenant, mais il y a déjà eu l'Action française qui a été dissoute. Et ces partis commencent à se structurer pour faire de l'action politique après le Front populaire. Donc, comme il n'y a pas eu d'élection, on ne peut pas vraiment savoir, mais qu'est-ce qui se passe après le Front populaire? Le Front populaire, vous le savez, c'est une catastrophe pour la droite française, et donc vous avez ce qu'on observe aujourd'hui, vous avez des tendances à la radicalisation de la droite. Et des choses qui ressemblent un petit peu à aujourd'hui, on voit la Fédération républicaine, le principal parti de droite, qui commence vraiment à s'effondrer et à être grignoté par l'extrême droite. Et alors, est-ce qu'il faut faire l'union? Est-ce qu'il faut faire l'union des droites? Et là, vous allez avoir une première union des droites. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, la seule qui a vraiment existé. On crée, parce que vous avez entendu le colonel de Larroque, le danger, c'est l'internationalisme. Le danger, c'est le communisme. Donc, il faut s'unir. Et vous avez la Fédération républicaine, donc la droite classique, qui va s'unir avec l'Action française, donc, qui est le principal école de pensée de l'extrême droite, qui est antisémite, anti-républicain, d'une violence verbale avec Daudet, avec Maurras, qu'on connaît bien. Vous avez Jacques Doriot, qui est d'ailleurs à l'initiative, donc lui qui est un fasciste, en formation en tout cas, qui est quelqu'un qui dérive de plus en plus vers l'extrême droite. Et Doriot, vous avez le Parti républicain national et social de Tétinger, donc là c'est la traduction politique des jeunesses patriotes, donc là aussi vous voyez c'est l'extrême droite ligueuse. Donc toutes ces forces essayent de s'unir pour lutter contre le communisme. Vous voyez, droite, extrême droite qui s'unissent. C'est un peu comme si aujourd'hui vous aviez Zemmour et LR qui s'entendent. Et vous n'avez pas le Rassemblement national.
Larocque ne veut pas rentrer dans le front de la liberté. Il se met de côté parce que lui, il représente la force qui attire les gens et il n'a pas envie de se mêler avec des gens qui sont moins porteurs d'un point de vue politique et électoral. Donc, voilà le paysage où on a le PSF qui se structure et qui devient l'un des principaux partis. Ça, c'est vraiment nouveau de voir que la droite nationale, alors, là où c'est difficile de le classer à l'extrême droite, même si moi je le considère comme d'extrême droite, au sens par rapport à la droite classique, c'est d'une part parce que il fusionne un certain nombre de traditions. C'est-à-dire qu'il fusionne la tradition effectivement nationaliste, mais aussi des catholiques ralliés. Et le catholicisme, ce qu'on appelait le catholicisme social, vous savez, ce sont d'ailleurs eux qui ont, à la fin du XIXe siècle, initié le ralliement. Donc Albert Demain, et qui disent, voilà, les catholiques, on doit se tourner vers la République, parce que là est le peuple, on doit aller vers le peuple, et donc on fait de l'action sociale, et d'ailleurs le Parti social français fait beaucoup d'actions sociales. Donc cette notion de catholicisme social est très forte chez Larocque. Donc en ce sens-là, il annonce aussi ce que va être après la guerre le MRP, l'UDF. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui et en même temps, et c'est là où Larocque il est toujours assez peu lisible. Et là, il y a un peu un double discours. Il y a un peu un double discours et des forces de base qui sont très extrémistes. Lui qui est toujours très légaliste. Et en fait, c'est un peu la stratégie d'aujourd'hui. Il fait pas de vagues. Il est très creux. Il est très lisse parce qu'il veut gagner les élections. Il veut gagner les élections en 1940. Et il y a un vrai risque qu'il gagne les élections de 1940. Et on est à un moment où la guerre est aux portes de l'Europe, elle est même vraiment là, et où Daladier qui mène une politique. Alors là, on est vraiment dans quelque chose il y a plus vraiment de droite. La droite s'effondre, la gauche s'effondre, et on a un centre qui occupe la place et qui mène une politique de droite. Voilà, de manière de plus en plus autoritaire, avec des décrets-lois. Des 49.3, on dirait aujourd'hui. C'est l'équivalent des 49.3, sauf que c'est plus encadré. Il y a un vote pour autoriser le gouvernement à utiliser. Mais effectivement, ces décrets-lois vont être utilisés massivement. Il y a notamment un qu'on a un petit peu oublié, qui a prorogé les pouvoirs de la Chambre de 2 ans en juillet 1939, parce qu'il y avait le risque de guerre. Et c'était aussi justifié par le fait qu'il y avait des possibilités, comme il y a l'Allemagne nazie qui est là, qui peut payer des gens en France pour faire de l'agitation politique. Il y avait la crainte d'agitation, mais il y avait aussi la crainte d'un succès électoral de Larocque. Et donc, vous voyez, la stratégie, c'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. La stratégie, c'est de dire, oulala, il y a un danger qui... Donc, on dit, pas d'élection générale avant 1942. C'est quand même dingue. En juillet 1939. Voilà. Après, il y a la guerre. Donc, on n'a pas pu faire l'épreuve en France d'un succès électoral de l'extrême droite. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Et alors, les historiens disent oui, c'est très probable que le PSF aurait gagné les élections si elle s'était tenue dans une configuration normale au printemps 1940. Mais la vérité, c'est qu'on n'en saura jamais rien. Voilà, comme ça on ne sait pas si ce Parti social français du colonel de Larocque aurait pu peut-être gagner les élections en 1940, même si les indices pourraient penser que oui ou pourquoi. Mais c'est pas la question. Tant que ça, c'est même de réfléchir à qu'est-ce que l'extrême droite. Laurent Joly, vous nous avez dit que certains historiens, historiennes prenaient des précautions avec ce mot extrême droite. Ils utilisent quoi comme mot? Droite nationale Droite nationale ou nationalisme, voilà. Alors moi, le problème avec la notion de droite nationale qui est utilisée par certains collègues, c'est que c'est vraiment précisément la manière dont eux-mêmes se revendiquent, et c'est une notion en vérité extrêmement connotée. C'est-à-dire que dans l'imaginaire de l'extrême droite, eux, ils incarnent la droite nationale. C'est-à-dire qu'il y a une droite antinationale. Et ça, c'est vraiment les discours de Le Pen, de Zemmour, sur une droite qui en fait est la droite de la trahison. Et ça, c'est quelque chose qui appartient vraiment au lexique de l'extrême droite, de considérer que des gens qui ne sont pas de votre avis sont des traîtres à la nation et sont des mondialistes. Vous voyez, donc il y a une droite nationale et une droite mondialiste. Donc pour moi, c'est un terme qu'il ne faut absolument pas utiliser. Il faut utiliser...
moi, je pense que l'extrême droite est une notion qui a sa pertinence, même si effectivement, quand on est peut-être en train d'assister, et ça, là, l'historien, on peut pas se prononcer, parce que ce qui est aussi caractéristique de la vie politique française, c'est que la droite, entre guillemets, classique, a toujours assimilé les idées d'extrême droite. Où ils se sont fondus dans la République, dans la nation, des gens qui étaient catholiques, hostiles à la République, des royalistes militants, des bonapartistes acharnés, des fascistes revendiqués, sont devenus de braves parlementaires de droite après. Et donc, on a vu ça. Sauf qu'aujourd'hui, le processus serait inverse. C'est-à-dire que la modération ne viendrait pas d'une intégration dans la droite classique, mais ce serait l'extrême droite qui assimilerait la droite classique et pour toucher le maximum aurait une sorte de stratégie méloniste. Mais ça, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on est dans un camouflage ou est-ce qu'on est dans une sorte de pragmatisme? On ne sait pas. Le camouflage, d'ailleurs, est une notion intéressante. Laurent Joly, vous nous avez aussi expliqué dans ces années 1930, les partis que nous pouvons assimiler à l'extrême droite ne se revendiquent pas eux-mêmes d'extrême droite. Il y a aussi une volonté de respectabilité, on pourrait dire. Ces ligues ont été dissoutes en 1936. Pour certaines, ça se transforme en partis politiques. Il y a cette volonté d'un rassemblement, d'en tout cas d'élargir un petit peu leur aura. Alors oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'étiquette stigmatisante de l'époque, c'est pas extrême droite. Extrême droite, c'est une notion qui est assez banale, qui vous situe, si vous voulez, dans l'espace politique. C'est pas ce qui est l'insulte stigmatisante, c'est fasciste. Vous êtes fasciste ou pas. Voilà, c'est vraiment ça qui est opérant dans les années 30. Et effectivement, pour vous légitimer, vous avez une seule... c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile de se légitimer à l'époque que pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on veut plus que des preuves d'amour à la République. À l'époque, si vous, déjà, comme le colonel de Larroque, vous dites « moi, je respecte les institutions, je n'appelle pas à aller dans la rue », ça, c'est très important dans la stratégie du colonel de Larroque. Il se limite à ça. Pour le reste, le discours est assez dur. Mais rien que le fait qu'il respecte les institutions républicaines et qu'il dise le jeu politique, c'est les élections et pas la rue, bah ça le situe déjà plus à l'extrême droite dans ce qu'on appelait le fascisme, même si il y avait des agitations et des militants qui débordent. Mais voilà, ça c'était vraiment ça la stratégie pour se légitimer à l'époque. Et aujourd'hui, bien sûr, on va dire tout le monde est républicain. Tout le monde est républicain. Tout le monde joue le jeu de la République. Et c'est ailleurs qu'on va essayer de repérer les marqueurs qui vous situent à l'extrême droite ou pas. Avec, pour chercher ces marqueurs, un regard sur un temps beaucoup plus long. Laurent Joly, vous faites des échos sans cesse aux contemporains parce que cette histoire-là, cette histoire politique, cette histoire des idées ne se limite pas à un temps donné, bien sûr, ne serait-ce que par des effets de génération et puis par des effets d'héritage. Écho aujourd'hui, mais aussi écho par le passé, déjà dans les années 1941. Marcel Déat. Il me paraît que dans le domaine de la vérité, dans le domaine des valeurs, dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de l'action, quand il s'agit de surmonter les difficultés de l'historisme du XIXe siècle, de comprendre ce que doit être l'éducation, de comprendre ce que doit être l'État, ses rapports avec l'individu, ses rapports avec la religion, tous les problèmes du socialisme. Quel que soit le plan sur lequel on se pose, on se place, à l'heure actuelle, il semble que, à travers 100 ou 150 ans de réflexion et d'événements historiques extrêmement divers, et sans oublier, hélas, les heurts militaires entre les deux pays, le génie de chacun des deux peuples s'est préparé à mieux comprendre et à mieux rencontrer l'autre. Je crois que c'est tout de même un gage en ce qui concerne l'avenir des relations franco-allemandes, disons plus, c'est une certitude en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Et les deux peuples, évidemment, la France, l'Allemagne. Nous étions en 1941 quand s'exprimait Marcel Déat. On peut rappeler d'ailleurs qui est Marcel Déat, Rassemblement National Populaire. Oui, alors là, quand on écoute Marcel Déat, on a vraiment
le prototype de l'intellectuel fumeux. On comprend pas vraiment ce qu'il veut dire. Il est, voilà. Et ça, c'est caractéristique aussi de moments de crise. Si jamais l'extrême droite arrivait au pouvoir en France, vous auriez des intellectuels comme ça, fumeux, qui se revendiquent, qui viennent de la gauche, qui viennent de la République et qui arriveraient à théoriser de manière complètement farfelue, fumeuse et à bricoler une adhésion à un régime a priori contraire à ce qu'est leur culture, parce que Déa, c'est un normalien, c'est un intellectuel de gauche, c'est un homme de cabinet, c'est un antiraciste qui va perdre la boussole, comme ça arrive en période de crise. Vous avez des intellectuels qui perdent complètement pied et qui rentrent dans une sorte de confusion, un mélange de confusion et d'opportunisme. C'est-à-dire qu'il voit, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il voit que l'heure est au fascisme en Europe, qu'il y a le national-socialisme en Allemagne, national-socialisme, qui se dit mais nous aussi peut-être qu'on doit faire du national-socialisme, qu'on doit être plus autoritaire, plus incarné, et donc il va au sein de la SFIO, du Parti socialiste, créer un courant qui va s'appeler le néo-socialisme, qui va finir par se faire éjecter, partir, parce que il est plus de gauche en réalité, il est plus socialiste. Et Léon Blum, écoutant un jour soit Marcel Déa, soit un de ses épigones, parce que j'ai cité tout à l'heure Adrien Marquet, c'était l'âme damnée de Déa. Ces individus, il les entend, il dit mais je suis effrayé d'entendre ça. Et donc, mais ces gens, très tranquillement, dans leur cabinet intellectuel, se disent toujours de gauche et pensent que ils sont logiques, parce que dans leur esprit purement théorique, tout est logique. Et donc voilà un homme qui va rallier la collaboration la plus ultra, qui va d'ailleurs être l'un des fondateurs du premier parti collaborationniste, parce que les Allemands sont malins en zone occupée. Ils se disent on va certainement pas jouer le jeu de Vichy. Vichy, c'est réactionnaire, c'est un peu national, un peu trop national pour nous. C'était quand même des patriotes à Vichy, donc on va essayer de soutenir des gens qui ne sont pas des patriotes, qui sont, je caricature un petit peu, mais c'est vraiment ça. Et donc, et puis faire une sorte de champ politique. Donc le premier parti collaborationniste qui va se créer, ça va être le mariage un peu entre des gens qui ne se ressemblent pas du tout. Ça va être Déa, qui vient de la gauche, et Deloncle, qui est un type d'extrême droite la plus dure, un véritable assassin, qui est un ancien cagoulard, Action française cagoulard, et ils vont créer un parti, le Rassemblement national populaire, qui va finir par se diviser avec enfin, on est allé jusqu'à l'assassinat politique, hein. On est vraiment dans des choses très 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 violentes, et Déa va continuer à piloter son parti, Rassemblement national populaire, qui va pas être le plus important, le parti le plus important de la collaboration, enfin du collaborationnisme. Vous savez qu'on fait la distinction entre la collaboration, c'est Vichy, c'est une politique d'État, et le collaborationnisme, c'est un champ politique à Paris. Et ça, c'est vraiment l'extrême droite la plus dure. Ben, c'est Doriot qui va en être le leader, parce que Doriot, il a déjà son parti avant-guerre, le PPF, et c'est lui qui va pouvoir se développer de la manière la plus efficace, avec le plus de militants, sans doute plusieurs dizaines de milliers. Donc voilà Déa. Voilà Déa et son parcours. Il va finir quand même ministre de Vichy, ministre du Travail en 1944. Les collabos, 13 portraits d'après les archives des services secrets de Vichy, des RG et de l'épuration. Laurent Joly, vous avez travaillé sur ces portraits, et ici nous avons des parcours. On voit bien cette pluralité de destins, et depuis que je vous écoute, on sent que selon les uns, les autres, il y a des cheminements différents qui font que on peut se retrouver sur certaines idées communes. C'est très intéressant de voir cette pluralité en fait de notions d'extrême droite. Elle est bien complexe. Les circonstances jouent énormément. Alors les destins individuels, mais le moment joue aussi beaucoup d'opportunisme dans cette histoire-là. On le ressent dans ces parcours, et d'ailleurs c'est toujours très intriguant à vous lire, Laurent Joly, quand vous nous les présentez les uns après les autres. On voit bien que il s'en faut de peu pour que des destins changent. Et voilà, là, ils arrivent à devenir collabos. Mais là, on est dans le collaborationnisme, on est dans le dur. Oui, et c'est vrai que quand j'ai fait ce livre, je voulais vraiment prendre une douzaine de personnages qui représentent la palette du collaborationnisme et de l'engagement collaborationniste. Donc avec toutes ces sensibilités différentes. Et ce qui est assez frappant,
quand on creuse individuellement chaque personnage, c'est de voir à quel point il y a un ressort idéologique. Il y a un ressort qui est celui de l'adaptation, des gens qui veulent faire carrière, ça joue. Et puis une dimension psychologique. Qui parfois qui s'impose comme le ressort fondamental quand on creuse vraiment la personnalité des gens. Ça, c'est assez fascinant. Je pense notamment à cette avocate Juliette Goublet qui va finir par aller travailler en Allemagne, qui va être une sorte de passionnariat de la collaboration, et qui était avant la guerre une avocate proche des communistes. Et on voit qu'en fait cette femme est vraiment en fait déséquilibrée, que c'est quelqu'un qui a manifestement de graves problèmes psychologiques. Et ben ça joue aussi, vous voyez, dans le parcours de ces gens. Mais au-delà, effectivement, de ces parcours, on voit quand même, chez, en gros, les 3/4 de mes personnages, qu'il y a une certaine cohérence. On voit des gens qui sont déjà militants dans des petites structures, parce qu'il y a déjà des structures fascistes qui existent dans les années 30. Vous avez des mouvements, le francisme, qui va être considéré comme le 3e ou 4e parti de la collaboration, le francisme de Marcel Bucard. Ces gens sont là. Vous avez Doriot, autour de Doriot. Doriot va attirer à la fin des années 30 des gens qui viennent de l'extrême droite classique, et qu'il va attirer, même si lui, on le sait, est un ancien communiste. Donc il y a une certaine, des gens qui viennent de l'Action française, vous voyez, donc il y a des cheminements, des parcours nationalistes, nationaux, qui partent des ligues jusqu'à la LVF, vous voyez, jusqu'à aller sur le front de l'Est, ce qui peut paraître assez paradoxal pour des gens qui à la base étaient des ultranationalistes comme Darnan, vous voyez, qui finit par prêter allégeance à Hitler, voilà. Mais le collaborationnisme s'inscrit vraiment dans un... Et ça, c'est encore plus marqué quand on travaille sur les journaux. Sur les journaux de la presse collaborationniste, on voit vraiment des plumes qui sont tout d'un coup mises en avant. Henri Coston, et qui étaient avant déjà des plumitifs de petites brochures, de petits journaux antisémites, fascisants. Voilà, donc c'est pas tombé du ciel. Et le collaborationnisme ne sont pas tombés du ciel. Pour l'essentiel, il y a une forme de continuité. Oui, c'est pour ça. C'est très intéressant de regarder ces parcours. Il faudrait pas croire qu'en 1940 et même souvent plus tard, 41, 42 ou 43, il y ait un engagement très particulier. C'est pas fascinant de voir comment tout ça s'étend sur un temps long. Avec parmi les points communs, peut-être, il y a la peur du bolchevisme. Cette peur du bolchevisme, c'est quelque chose qui les unit. On peut le dire que dans cette lecture que nous avons ici de l'extrême droite, l'ennemi, l'autre qu'on rejette, alors que ce soit le bolchevique comme ennemi extérieur ou que ce soit le juif ou n'importe qui comme ennemi intérieur, c'est un point commun. Oui, c'est vraiment le point commun et un danger d'ailleurs réel, puisque vous savez qu'après la guerre, le Parti communiste reste le principal, devient le premier parti de la France aux élections d'octobre 45. Pour autant, il n'y a plus ces mouvements de panique qu'il y avait avant la guerre. Mais le Parti communiste avait l'intention de prendre le pouvoir en France. C'est une réalité. Et donc, il y a cette peur qui est là avant-guerre, même si le Parti communiste ne pèse que 15%. Ça va se fixer au-delà du Parti communiste, sur la figure de Léon Blum, du Parti socialiste, de gens qui restent philosophiquement, intellectuellement des marxistes, qui se revendiquent du marxisme. Donc c'est au-delà. Vous voyez, la panique, elle est au-delà. Et ça va générer ce qu'on appellerait aujourd'hui des paniques identitaires, c'est-à-dire avec ce fantasme de non seulement ces gens veulent la révolution sociale, mais ils veulent aussi remplacer notre pays par de nouvelles populations, de juifs immigrés qui sont naturalisés à tour de bras. Enfin, vous voyez, vous avez tout ce discours-là qui se développe dans les années 30, donc qui d'un point de départ rationnel, qui est celui de l'anticommunisme, qui est quand même assez répandu au-delà de la droite et de l'extrême droite, qui va dériver vers des fantasmes purs et simples. Oui, alors d'ailleurs, un paradoxe ici, le refus de tomber sous une domination bolchevique conduit à accepter une autre domination, celle de l'Allemagne. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, a déclaré dans son émouvant message le président Laval,
car autrement le bolchevisme s'installerait partout. Ainsi, en une heure particulièrement grave, le chef du gouvernement soulignait-il une fois de plus la nécessité pour la France de faire son choix, non point entre l'Allemagne et la Russie, mais entre la civilisation et la barbarie. C'est toujours le mot du maréchal auquel il faut sans se lasser revenir. La vie n'est pas neutre, elle consiste à prendre parti hardiment. Et tout le mal vient peut-être de ce que le maréchal et le président Laval ayant choisi, un trop grand nombre de Français croient plus sage de ne pas choisir. Nous étions en juin 1942. Un message de Philippe Henriot, la propagande de Vichy. Laurent Joly, alors Laval, Pétain, tant de choses à évoquer parce que le maréchal Pétain accepte la collaboration en octobre 1940. Ici, cette phrase si souvent répétée de Laval qui souhaite la victoire de l'Allemagne, ça c'est une chose. Mais dans ce message, on entend sans cesse le maréchal Pétain et il y a ces grandes valeurs, travail, famille, patrie. Est-ce que ici, on peut avoir un élément qui nous permet de réfléchir à l'extrême droite au sens où ni le travail, ni la famille, ni la patrie sont des notions d'extrême droite en soi, mais la proposition, et adoucie, permet de rallier plus large, c'est-à-dire quelque chose de rassurant, comme un message intemporel, un retour à l'ordre, mais dissimulé par des mots admissibles par tout le monde. Oui, mais ce qui est frappant, c'est que ce triptyque, travail, famille, patrie, justement, ce qui est déjà, c'est le triptyque des Croix de Feu, enfin du Parti social français avant la guerre. Donc, on va essayer de continuer, travail, famille, patrie. Mais c'est de faire effectivement des choses qui sont assez banales. Tout le monde, a un travail ou aspire à avoir un travail. C'est une famille, fonder une famille, c'est très banal. Et tout le monde a une patrie. Mais c'est de faire de ces réalités ordinaires, d'en faire de l'idéologie, et excluant des catégories qu'on considère comme traîtres à ces notions-là. C'est-à-dire que les instituteurs qu'on va accuser de semer la haine de la patrie. Vous voyez, des choses absurdes. Vous voyez, c'est interdire et même condamner à mort une femme pour avortement. Enfin, vous voyez, des choses. C'est ça qui caractérise vraiment le pétainisme et cette manière que ce courant politique qu'est l'extrême droite a de s'emparer de notions pour en faire des choses absolues, essentialisées et au bout du compte excluantes. Oui, parce que vous avez cité le pétainisme. Est-ce qu'il y a un pétainisme? Alors oui, cette période de la Seconde Guerre mondiale où Pétain est au pouvoir, le pétainisme, d'accord. Mais est-ce que cette politique-là ne serait pas tout simplement une politique d'extrême droite appliquée dans des circonstances particulières? Oui, c'était clairement les idées de l'extrême droite qui arrivaient au pouvoir en 1940. Même si je vous ai dit les acteurs qui sont autour du maréchal Pétain viennent pas tous de l'extrême droite. Je vous citerai Xavier Vallat. Xavier Vallat, c'est typique de cet homme. C'est un homme d'extrême droite. C'est quelqu'un qui vient de la culture contre-révolutionnaire, catholique ultra. Il se fait élire député Bloc National en 1919 et il va évoluer tout doucement et il va être intégré à la Fédération républicaine. Et lui, il a toujours été dans l'opposition. Il se dit dans l'opposition et quand le maréchal Pétain arrive au pouvoir, il écrit à un de ses amis de la Fédération républicaine, François Valentin, qui lui deviendra résistant. François Valentin lui dit, c'est quand même gênant de faire une révolution nationale alors qu'on est occupé, que c'est peut-être pas le moment de faire ça. Et Vallat lui dit, mais vous ne comprenez pas, mon cher ami, nous avons enfin la possibilité de mettre en application le programme que nous attendons depuis 70 ans. Donc, Vichy, c'est fondamentalement la revanche de l'extrême droite sur la République. Parce qu'effectivement, ce courant politique-là, sur le plan des idées, était pas représenté, ou pratiquement pas représenté dans la vie politique.
On était vraiment dans le gauche-droite classique et parfois même le gauche-centre-gauche, avec les radicaux, les socialistes, les modérés. Voyez, et même le courant modéré, au départ, on le classe à gauche. Vous voyez, au début du siècle, autour de Waldeck, Rousseau, donc ce qui va devenir l'Alliance démocratique républicaine, donc le centre-droit, c'est le centre-gauche. Donc la droite, au sens où on l'entendait à la fin du XIXe siècle, avec ses valeurs de défense de la famille, de la propriété, tout ça, c'est pour utiliser une autre formule bien connue de Charles Maurras, Vichy, Pétain, c'est une divine surprise. Voilà, ce sont leurs idées qui arrivent au pouvoir. Ça, c'est très clair, avec un soutien à l'école libre, avec plein de choses qui appartiennent au programme de l'extrême droite depuis des décennies. Charles Maurras, l'Action française, bien sûr, soutien évident au maréchal Pétain. Et faut le dire, on l'a évoqué, ces écrivains, ces plumitifs qui se rallient, mais il y en a d'autres, c'est du solide, parce que Maurras, académicien depuis 1938, c'est une influence majeure dans la pensée intellectuelle. Maurras, aujourd'hui, est sans doute moins lu, pas plus mal, mais Maurras s'est formé une pensée de toute une génération depuis la naissance de l'Action française au début du XXe siècle. Oui, l'Action française et Maurras, c'est vraiment la tête pensante. Et si vous voulez, il y a deux traditions dans l'extrême droite française jusqu'à nos jours, et le rôle de Maurras est fondamental là-dedans. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont partisans du ni droite ni gauche. Voilà, ça, on le voit, et c'est la stratégie de Marine Le Pen. Tous les bons Français qui veulent s'unir derrière notre bannière contre le danger, alors dans la ROC, c'était le danger international, le communisme, voilà, de droite ou de gauche, sont les bienvenus. Ça, cette tradition, c'est le titre du livre de Zisternel, ni droite ni gauche, parce que pour lui, ça caractériserait le fascisme français. C'est des gens de gauche et de droite qui s'unissent autour de cette bannière. Donc cette tradition qu'on pourrait qualifier de populiste, si vous voulez. Voilà, on est un peu attrape-tout. Et il y a une deuxième tradition de l'extrême droite française qui est celle que j'appelle des doctrinaires. C'est-à-dire des gens qui considèrent qu'il faut mener le combat sur le plan des idées et saper le plus possible ces principes faux de 1789, d'égalité. Les gens ne sont pas égaux, c'est pas vrai. Et de créer les conditions pour une société hiérarchique, autoritaire, et qui, vis-à-vis des étrangers, des mauvais Français, mettent en œuvre des politiques draconiennes. Voilà. Ça, c'est vraiment Maurras qui va conceptualiser ça avec un certain nombre de théories, le pays légal opposé au pays réel, les 4 États confédérés, donc il y aurait à l'intérieur du pays, et ça caractérise vraiment l'extrême droite et le nationalisme, c'est-à-dire que l'ennemi, il est à l'intérieur. On a à l'intérieur de notre pays des gens qui travaillent, qui sapent pour le démolir de l'intérieur, remplacer le peuple français par un autre peuple. Donc ça, c'est vraiment Maurras qui va en être celui qui, pendant des décennies, 40 ans durant, va soutenir ça, va soutenir à fond le maréchal Pétain dans toutes ses extrémités, y compris le soutien à la déportation des Juifs. Vous savez, des articles absolument indignes de l'Action française pour excuser, justifier la politique de livraison des Juifs étrangers en 1942, y compris la milice. Charles Maurras soutient la milice à fond et il fait même une dénonciation dans les pages de l'Action française en 1944 en désignant des ennemis. Donc on a là un soutien de l'Action française a soutenu Vichy. Alors évidemment, ils étaient ennemis des collabos parisiens qui étaient complètement vendus aux Allemands, aux Boches, mais soutien absolu du maréchal Pétain. Et Maurras reste vraiment une figure qui de manière plus invisible, mais aujourd'hui, Reconquête est clairement successeur de l'Action française. Et Zemmour utilise les mêmes mots, des mots très proches. Marion Maréchal aussi. C'est vraiment cette culture d'Action française qui reste encore une école de pensée assez active. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont passés par l'Action française et qui finissent ailleurs. Au Figaro, des gens qui sont passés par cette école de pensée qui reste, qui est même très minoritaire, mais qui reste quand même active. Et donc, ces deux lignes de l'extrême droite française, plus populiste, la ROC, et doctrinaire, Maurras, on a vraiment
on a vraiment ça qui est avec des haines terribles entre les deux. C'est-à-dire Maurras et Larocque, c'est une haine épouvantable, un mépris de Maurras pour Larocque, et Larocque qui considère que Maurras est un fanatique. Vous voyez, on retrouve vraiment c'est d'ailleurs assez fascinant. Mais on l'observe tous les jours. On voit que aujourd'hui on nous parle de Front populaire. Donc, mais la force de l'histoire et de ses héritages politique dans notre vie politique actuelle est tout à fait frappant. La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, un de vos ouvrages, Laurent Joly, et nous sentons bien ici que la réflexion qu'il faut porter sur l'extrême droite, qu'il s'agisse de cette extrême droite du temps de l'occupation et celle d'aujourd'hui, ne peut se comprendre que sur un temps très long. Et ce qui est fascinant, c'est de voir les échos, sans vouloir entrer dans la simplification de la comparaison des moments avec les années 1930 et aujourd'hui. C'est un jeu intellectuel aussi qui est intéressant de réfléchir à comment parfois les gauches s'unissent, le Front populaire en 1936, comment parfois les gauches se divisent, et c'est le même phénomène pour les droites. En fait, c'est pas une histoire linéaire, sur le temps long, mais pas linéaire. On se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche. Alors là, il y a une grande différence. C'est très bien que vous posiez cette question, parce que ça nous fait arriver à une question fondamentale, qui est les unions entre les gauches, extrême gauche, droite, extrême droite. Ce qui est frappant dans la vie politique française, c'est que les plus grandes conquêtes, finalement sociales, ont été faites sur la base d'alliances entre la gauche et l'extrême gauche. On l'a vu 3 fois. On l'a eu en 1936, on l'a eu surtout en 1945, parce qu'en 1945, les communistes sont au gouvernement, avec les socialistes et avec le MRP, donc ce qu'on appellerait des cathos de gauche, mais qui était sur le moment une force de gauche, donc, et 81. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains sont effrayés de voir que Mélenchon va s'allier avec Glucksmann, mais c'est l'histoire de la gauche française. Vous avez des gens de centre-gauche, parce que le Front populaire, ça va de Daladier à Thorez. Thorez qui est communiste, et qui est vraiment un pur stalinien et un homme de Moscou. Et donc, malgré ça, on a réussi à s'entendre sur l'essentiel pour faire des réformes pour les Français. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment... En revanche, l'alliance entre la droite et l'extrême droite, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Le Front de la Liberté, dont je vous parlais tout à l'heure, n'a pas marché. Ça n'a pas pris. Et surtout, et c'est là où on voit le poids de l'histoire, c'est que la droite et l'extrême droite sortent, les deux, totalement discrédités de l'expérience de Vichy et de la collaboration. Et si on voulait une réponse à est-ce que Vichy c'est la droite et l'extrême droite, oui, regardez les résultats des élections. En 1945, ce courant n'existe plus. Ce qui faisait avant la guerre la Fédération républicaine, le parti du colonel de Larocque, ça pèse 15% aux élections de 1945. 15%. Et 1946, pareil. Donc, c'est un étiage extrêmement bas, et le fait qu'il y ait eu la collaboration fait que la droite va ensuite se constituer autour du général de Gaulle, et qu'une alliance entre la droite et l'extrême droite, on voit aujourd'hui un petit peu partout dans le monde, en Europe, est encore aujourd'hui au niveau national inimaginable. Ça tient vraiment à notre histoire politique. Donc on voit le poids, c'est ça qui est assez fascinant dans ce moment assez fou qu'on est en train de vivre, c'est de voir le poids de l'histoire qui joue entre là, quelque chose qui serait vraiment une révolution, un basculement, l'extrême droite qui s'allierait à la droite sur les bases de l'extrême droite, ça ce serait vraiment une nouveauté, et de l'autre, cette histoire qui rattrape comme ça, au coup de pied aux fesses, les gauches qui s'unissent autour de ce mot de front populaire. Parce que cette forme de vitalité, de réaction par rapport à la peur du fascisme, parce que c'était le ressort du Front populaire, qui fait que des communistes qui considéraient que les socialistes étaient des social-traites ont pu s'allier avec les socialistes et les radicaux, parce qu'il y avait ce danger, on n'a pas parlé du 6 février 34, mais c'était quand même un moment qui a fait peur, oui. Les émeutes. Donc il y avait un danger de l'extrême droite en France, et il y a eu ça. Donc ça, c'est l'un des ressorts de la vie politique française, et on voit ça aujourd'hui
se manifester. Et c'est pour ça qu'il faut lire les historiennes, les historiens, et notamment vos ouvrages, Laurent Joly, avec les collabos, je l'ai cité, avec la falsification de l'histoire aussi, et puis pour un cas encore particulier, un destin, celui de Darquier de Pellepoix, antisémite et fasciste français, 1934-1944, c'est publié chez Talandier. Merci vivement à vous pour cet éclairage nécessaire. Merci Laurent Joly. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment les chrétiens du Moyen-Âge ont-ils interprété la Bible ? La Bible, en tant que livre sacré, a joué un rôle beaucoup moins important que la Torah pour les Juifs ou que le Coran pour les musulmans dans la prescription du système de normes que les croyants devaient respecter. Ce qui s'explique sans doute par le fait que, dans l'Occident chrétien, il existait un autre corpus de règles, issu du droit romain. Mais tout au long du Moyen-Âge, l'une des particularités de l'histoire de la Bible a tenu au fait qu'elle était considérée comme la source de tous les savoirs. Comme celui-ci n'était pas à la portée de tous les fidèles, un rôle essentiel fut attribué à l'exégèse des Écritures saintes, c'est-à-dire à leur interprétation autorisée. L'accès aux textes sacrés fut même régulé en Occident par une institution spécialisée, sans équivalent dans les mondes juifs et musulmans. La mise en place par la papauté d'un corps de ministres du sacré, maîtrisant la pratique de l'écriture, fit de ces derniers des médiateurs incontournables pour accéder aux livres. Certes, dans les religions de tradition écrite, le prêtre a toujours eu un accès privilégié aux textes sacrés, dont il était le principal interprète. Mais dans l'Occident médiéval, cette tendance fut poussée à l'extrême, au point que les notions de clerc, clericus, et de lettré, literatus, vinrent à se confondre. Le mot literae, au pluriel, désignait aussi bien les lettres de l'alphabet que le texte destiné à être lu. Les formes prises par l'étude et la diffusion de la Bible participèrent ainsi à l'instauration d'un ordre social fondé sur le partage entre les clercs et les laïcs que j'ai évoqué dans une autre chronique. Dès les débuts du christianisme, le message diffusé par les adeptes du Christ a exigé une intense activité de relecture de l'Écriture pour marquer ce qui le différenciait du judaïsme. Pour que la Bible ne soit plus considérée comme un recueil de lois, ni comme le récit de l'histoire nationale d'Israël, ce sont les lectures symboliques du texte sacré qui ont été privilégiées. Sous l'influence de Gratien, un moine spécialiste du droit canon, un courant de pensée se développa au milieu du XIIe siècle visant à opérer une distinction parmi les commandements du texte sacré entre les moralia, auxquels devait se conformer le comportement des fidèles, et les mystica, dont le sens était allégorique. Sous l'impulsion du pape Alexandre III, l'imbrication du texte sacré et de son interprétation a été ensuite officiellement consacrée par l'Église chrétienne. Le mode de lecture faisant appel à un double registre littéral et spirituel s'est imposé à ce moment-là. Il a été ensuite théorisé dans les traités d'herméneutique qui explicitaient les ressorts de l'interprétation chrétienne. Toute une série d'instruments exégétiques nouveaux ont été élaborés pour servir d'outils aux prédicateurs. Cette révolution intellectuelle, que l'historien Gilbert Dahan a appelée le saut exégétique, a fait basculer toutes les interprétations du texte biblique du niveau de la lettre vers celui de l'esprit, en développant une lecture allégorique très différente des principes à l'œuvre dans les exégèses juives et musulmanes. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Abot avec aujourd'hui à la technique Élise Le. Émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscane Viudez, Jeanne Copet et Mayouen Guiziou et Tom Umdenstock. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.